Ma propre mère a dit, tu es une erreur sans valeur de mon passé. Sors d'ici et ne reviens jamais. 7 ans plus tard, la sécurité a appelé, Madame, vos parents sont au portail de votre domaine. Je m'appelle Grace. J'ai 25 ans et je vis dans un grand domaine qui surplombe le country club. Je me tenais dans le silence de mon bureau à domicile et je fixais le grand écran de sécurité sur le mur. La caméra montrait clairement le portail d'entrée. 2 personnes se tenaient là. Elles avaient l'air désespérées. J'ai zoomé sur leur visage. Je les connaissais mieux que quiconque. J'ai vu la peur dans leurs yeux. J'ai vu la façon dont leurs vêtements de créateurs pendaient lâchement sur leur corps. Ils avaient une voiture de location bon marché et poussiéreuse garée derrière eux. Ma mère, Margaret, se tordait les mains. Mon père fixait simplement le trottoir. Il y a 7 ans, le jour de mes 18 ans, ces 2 personnes m'ont mise à la porte de notre maison. Ils m'ont traité d'erreur. Ils m'ont tendu un sac à dos et m'ont dit que je ne valais rien. Je suis parti avec 47 $ en poche et nulle part où aller. Mon chef de la sécurité, David, a parlé par l'interphone. Sa voix était calme. Madame, a-t-il dit, ils insistent sur le fait que c'est une urgence. Ils disent qu'ils ont tout perdu. Voulez-vous que je les fasse partir? J'ai regardé ma mère sur l'écran. Elle avait l'air si petite maintenant. J'ai finalement souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était précis. J'avais attendu exactement 7 ans pour ce moment précis. Non, David, ai-je dit. Ouvre le portail. Ils n'ont aucune idée de qui vit ici. Mais avant que je vous dise comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous. Laissez un commentaire. D'où regardez-vous? Je m'appelle Grace. J'ai 25 ans. Je me souviens très bien du matin de mon 18e anniversaire. C'était un mardi. Le ciel était d'un bleu pâle et délavé, et l'air avait une morsure vive. Je me suis réveillé avec une palpitation d'excitation dans la poitrine. Ce n'était pas seulement pour le gâteau ou les cadeaux. C'était pour l'avenir. Pendant des années, j'avais tout fait correctement. J'avais une moyenne de 4.0. J'étais capitaine de l'équipe de débat. Je faisais du bénévolat au refuge pour animaux local le week-end. J'ai fait tout cela parce que j'avais un plan et que mes parents avaient promis de le soutenir. Nous en avions discuté 1 millier de fois à table. J'allais à l'université d'État. J'allais étudier le commerce. Mes parents m'avaient dit depuis que j'étais petite qu'ils avaient un fonds d'études mis de côté pour moi. Ils ont dit que si je faisais ma part, ils feraient la leur. J'ai fait ma part. J'ai tenu ma part du marché. Ce matin-là, je suis entré dans la cuisine en m'attendant à des crêpes. C'était notre tradition. Mais la cuisine était vide. Les comptoirs étaient propres. Il n'y avait pas d'odeur de bacon, pas de ballon, pas de cartes sur la table, juste le bourdonnement du réfrigérateur. Maman, ai-je appelé. Papa, ma mère Margaret est entrée du salon. Elle était vêtue de ses vêtements de yoga, parfaitement mise. Ses cheveux blonds étaient tirés en une queue de cheval serrée. Elle ne m'a pas regardé. Elle est allée directement à la cafetière. Joyeux anniversaire, a-t-elle dit. Sa voix était plate. On aurait dit qu'elle lisait une liste de courses. Merci, ai-je dit, en essayant de garder le sourire. Papa est levé? Il est dans le bureau. Elle a versé son café. Nous devons te parler ce soir. Sois à la maison à 18h pile. Ne fais pas de plan avec tes amis. J'ai hoché la tête, sentant un nœud se former dans mon estomac. D'accord. C'est à propos de l'université? Le dossier d'admission est arrivé? Elle a fait une pause, la tasse à mi-chemin de ses lèvres. Elle m'a regardé alors, m'a vraiment regardé. Ses yeux étaient froids. Il n'y avait pas de chaleur, pas d'affection maternelle, juste un étrange regard dur que je ne pouvais pas comprendre. Sois juste à la maison à 18h, Grace, a-t-elle dit. J'ai passé la journée à l'école dans un état second. Mes amis m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Megan, ma meilleure amie depuis la maternelle, m'a offert un bracelet à breloques. J'ai essayé de faire semblant d'être heureuse, mais le nœud dans mon estomac se resserrait. Quelque chose n'allait pas. L'air dans ma maison était lourd depuis des semaines, mais je l'avais ignoré. Je pensais que c'était le stress à propos de l'argent ou peut-être du travail de mon père.
À 17h55, j'ai franchi la porte d'entrée. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Je suis entré dans le salon. Mon père était assis dans son fauteuil en cuir, fixant une tasse de café noir. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Ma mère se tenait près de la cheminée. Et là, au centre de la pièce, se trouvait une valise. Ce n'était pas un nouvel ensemble de bagages pour l'université. C'était mon vieux sac de sport du camp d'été et 2 sacs poubelles remplis de vêtements. Mon cœur s'est arrêté. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Margaret a fait un pas en avant. Elle ne m'a pas offert de siège. Elle se tenait droite, les bras croisés sur sa poitrine. « Tu as 18 ans aujourd'hui » a-t-elle dit. « Je sais » ai-je dit. « Est-ce que nous allons quelque part ?»« C'est toi qui pars » a-t-elle dit. « Pas nous. » J'ai regardé mon père. « Papa. » Il a bougé dans son fauteuil, mais n'a pas parlé. Il avait l'air lâche. C'était la première fois que je le voyais comme un lâche. Il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. « Grace, » a dit ma mère, sa voix aiguë. « Nous avons fait notre devoir. Nous t'avons nourri et vêtu jusqu'à ce que tu sois adulte. Cette obligation légale prend fin aujourd'hui. » J'ai ri nerveusement. J'ai cru que c'était une blague. Une terrible blague de mauvais goût. « Maman, de quoi tu parles ? Et l'université ? Le fond ? » Il n'y a pas de fond, a-t-elle dit. La pièce a tourné. Qu'est-ce que tu as dit ? Nous l'avons dépensé, a-t-elle interrompu. Elle a fait un geste vers la cuisine, la rénovation, les comptoirs en granit, les nouveaux appareils. C'était ton fond. Nous avons décidé que nous voulions profiter davantage de notre maison que de payer pour que tu partes. Mais comment suis-je censé aller à l'école ? Ai-je balbutié. Tu ne le es pas, a-t-elle dit. Pas à nos frais et pas depuis cette maison. Elle a fouillé dans sa poche et en a sorti un morceau de papier plié. Elle l'a jeté par terre à mes pieds. C'était un acte de naissance, mais il avait l'air différent. Lis-le, a-t-elle ordonné. Je l'ai ramassé. Mes mains tremblaient si fort que le papier cliquetait. J'ai regardé le nom du père. Ce n'était pas le nom de mon père. C'était inconnu. Tu as été une erreur, a dit Margaret. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Une liaison que j'ai eue il y a 18 ans. Ton père, mon mari, a accepté de t'élever pour sauver les apparences. Nous avons convenu qu'au moment où tu aurais 18 ans, le contrat serait terminé. Nous ne voulons plus te voir. Tu nous rappelles une époque que nous voulons oublier. J'ai regardé mon père à nouveau. Papa, est-ce que c'est vrai ? S'il te plaît, dis-moi qu'elle ment. Il a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient rouges, mais pas de larmes, d'épuisement, de faiblesse. Tu devrais y aller, Grace, a-t-il murmuré. Aller où ? Ai-je crié. Des larmes coulaient sur mon visage maintenant. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Margaret s'est dirigée vers la table près de la porte. Elle a pris son sac à main, en a sorti quelques billets et s'est approchée de moi. Elle a fourré l'argent dans ma main. Tiens, a-t-elle dit. 47 $. C'est tout ce que j'ai en liquide. Prends-le. Je ne veux pas de ton argent. Ai-je sangloté. Je veux mes parents. Nous ne sommes pas tes parents. A-t-elle sifflé. Elle a attrapé mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Elle m'a traîné vers la porte. Prends tes sacs. Sors. Si tu n'es pas hors de la propriété dans 5 minutes, j'appelle la police et je leur dis qu'il y a un intrus. J'ai attrapé le sac de sport. J'ai attrapé les sacs poubelles. Je pleurais si fort que je ne pouvais plus respirer. J'ai titubé sur le porche d'entrée. La porte s'est refermée derrière moi en claquant. Puis le clic mécanique bruyant du pêne dormant. Je suis resté là un moment, fixant le grain du bois de la porte. J'ai frappé. Puis j'ai martelé. S'il vous plaît, ai-je crié. Maman, papa, s'il vous plaît, ne faites pas ça. La lumière du porche s'est éteinte. J'étais seul dans le noir. J'ai baissé les yeux sur ma main. Je serrais les billets froissés. 47 $. J'avais 47 $,
un sac de vieux vêtements et un cœur qui venait d'être arraché de ma poitrine. J'ai descendu l'allée, mes jambes me semblant de plomb. Je me suis retourné une fois pour regarder la maison. J'ai vu le rideau bouger à la fenêtre du salon. Margaret regardait pour s'assurer que je partais. Je suis monté dans ma vieille berline, une voiture déglinguée que j'avais achetée avec l'argent du babysitting. C'était la seule chose que je possédais légalement. J'ai jeté mes sacs sur la banquette arrière. Je me suis assise au volant et j'ai crié jusqu'à ce que ma gorge saigne. Puis j'ai démarré le moteur et je suis parti. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que je ne pouvais pas être là. J'ai passé la première nuit dans un parking de Walmart. J'ai incliné le siège du conducteur et j'ai essayé de dormir, mais chaque bruit me faisait sursauter. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, priant pour un SMS. Rentre à la maison. C'était une erreur. Nous sommes désolés. Le SMS n'est jamais arrivé. Le lendemain matin, la réalité s'est imposée. J'avais besoin d'une douche. J'avais besoin de nourriture. J'avais besoin d'un plan. J'ai conduit jusqu'au café où je travaillais à temps partiel après l'école. J'ai pensé, au moins, j'ai un travail. Je peux prendre plus d'heures. Je peux économiser pour un appartement. Je suis entré par la porte de derrière en essayant de lisser ma chemise froissée. Mon patron, Monsieur Henderson, m'attendait près de la pointeuse. Il avait l'air mal à l'aise. « Grace » a-t-il dit. « Puis-je te parler ?»« Bien sûr » ai-je dit, forçant un sourire. En fait, j'espérais prendre quelques heures supplémentaires si je devais te laisser partir. Il a dit que je m'étais figé. Quoi? Pourquoi? Je n'ai jamais été en retard. Je suis ta meilleure barista. Ta mère a appelé. Il a dit qu'il ne voulait pas me regarder dans les yeux. Elle m'a parlé de l'incident. Quel incident? Elle a dit que tu les avais volés. Il a dit doucement. Elle a dit que tu te droguais. Elle a dit que tu étais instable. Grace, nous manipulons de l'argent ici. Je ne peux pas prendre ce risque. Elle ment. Ai-je crié. Monsieur Henderson, vous me connaissez. Je travaille ici depuis 2 ans. Elle m'a mise à la porte. Elle essaie de me ruiner. Je suis désolé, Grace, a-t-il dit en se retournant. S'il te plaît, laisse ton tablier. Je suis sorti du magasin, abasourdi. Elle ne s'est pas contentée de me mettre à la porte. Elle voulait me détruire. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma tante Jennifer. C'était la sœur de ma mère, mais elle avait toujours été gentille avec moi. Elle me donnait des bonbons en douce quand j'étais petite. Elle m'aiderait sûrement. J'ai frappé à sa porte. J'ai vu son ombre à travers la vitre dépolie. Elle a ouvert la porte juste d'une fente, gardant la chaîne de sécurité. Tante Jen, ai-je dit. S'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Tu ne peux pas être ici, Grace. A-t-elle murmuré. Elle avait l'air terrifiée. Pourquoi? Maman m'a mise à la porte. Elle a menti à mon patron. S'il te plaît, j'ai juste besoin d'un canapé pour quelques nuits. Margaret m'a tout dit, a dit Jennifer. Elle a dit que si je t'aidais, elle me poursuivrait en justice pour l'argent que je lui ai emprunté l'année dernière. Elle a dit qu'elle me ruinerait aussi. Mais c'est de la folie, ai-je pleuré. Ta famille. J'ai des enfants à protéger, Grace, a-t-elle dit. Et puis elle a fermé la porte. J'étais toxique. Ma mère m'avait mis une cible dans le dos, et tout le monde avait peur de s'approcher de la zone d'explosion. J'ai appelé Megan, ma meilleure amie, la fille qui m'a offert le bracelet à breloque il y a à peine 24 heures. C'est tombé sur sa messagerie vocale. Je lui ai envoyé un SMS. S'il te plaît, aide-moi. Je suis dans ma voiture. 1 heure plus tard, j'ai reçu une réponse. Ma mère a parlé à ta mère. Je n'arrive pas à croire que tu les aies volés après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Ne me recontactez plus. Je ne veux pas être impliqué avec une toxicomane. J'ai fixé l'écran. Toxicomane. Je n'avais même jamais fumé une cigarette. Les mensonges se propageaient plus vite que je ne pouvais courir. Le coup de grâce est arrivé 2 semaines plus tard. Je n'avais presque plus d'argent pour l'essence.
J'avais dépensé la plupart de mes 47 $ en nourriture bon marché et en un abonnement à la salle de sport juste pour pouvoir utiliser les douches. Mais ma carte a été refusée à la salle de sport. Mes parents avaient annulé le compte joint. Je suis allé à une station-service pour me laver dans le lavabo des toilettes. C'était dégoûtant. Le sol était collant. J'essayais de me laver les cheveux dans le lavabo avec du savon pour les mains. Je me sentais pathétique. Mon téléphone a vibré. C'était une notification des réseaux sociaux. Mon ex-petit ami Tyler, nous avions rompu il y a un mois, mais nous étions toujours en bons termes. Il avait posté une photo. C'était une photo de moi prise à travers la fenêtre de la station-service. On me voyait penché sur le lavabo, les cheveux mouillés, l'air sans abri et désespéré. La légende disait, j'ai échappé belle. La folie est vraiment de famille. Numéro psycho. Les commentaires étaient remplis de gens avec qui j'étais allé à l'école, des émojis qui rient, des gens me traitant de déchet, des gens disant qu'ils l'avaient toujours su. Je me suis assise sur le trottoir devant la station-service et j'ai vomi. J'ai bloqué tout le monde. J'ai supprimé les applications. J'ai alors réalisé que mon ancienne vie n'était pas seulement partie. Elle était morte et il dansait sur sa tombe. Quelques jours plus tard, je suis passé devant mon ancienne maison. Je sais que je n'aurais pas dû, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis garé plus loin dans la rue et j'ai observé. J'ai vu une fille sortir de la porte d'entrée. Elle avait à peu près mon âge. Elle portait mon pull crème préféré, celui que j'avais laissé derrière moi dans la précipitation. Elle s'est dirigée vers la voiture de mon père, la voiture que je conduisais, et il lui a souri. Il lui a tendu les clés. Margaret est sortie et l'a serré dans ses bras. C'était une étreinte chaude et serrée, le genre d'étreinte qu'elle ne m'avait jamais donnée. J'ai appris plus tard qu'elle s'appelait Rebecca. C'était une enfant placée qu'ils avaient accueillie. Ils ont dit à l'église et à la communauté qu'ils sauvaient une pauvre fille pour combler le vide du nid. Ils m'ont remplacé. Ils m'ont littéralement remplacé. Ils lui ont donné ma chambre, mes vêtements, ma voiture, mes parents. Je les ai regardés partir en voiture, une famille heureuse. J'étais un fantôme. J'ai remonté ma vitre et j'ai conduit jusqu'à ce que la maison ne soit plus qu'un point dans le rétroviseur. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être leur fille. J'étais juste une survivante maintenant. En février, je n'étais plus qu'une ombre. Je vivais dans ma voiture depuis 4 mois. J'avais appris le rythme de l'itinérance. Se garer sur les parkings des hôpitaux. La sécurité est généralement trop occupée pour vérifier. Changer d'endroit pour ne pas se faire remarquer. Dormir d'un œil. J'étais maigre. Mes vêtements pendaient sur moi. Mes cheveux étaient cassants. J'avais toujours faim. Une faim profonde et lancinante qui ne partait jamais. Puis la tempête de verglas a frappé. C'était une tempête anormale. La température a chuté à -20 degrés Celsius. Le vent hurlait comme une banshee. J'étais garé derrière un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Je m'étais enroulé dans 2 vieilles couvertures que j'avais trouvées dans un bac de Goodwill. J'ai tourné la clé pour démarrer la voiture et faire tourner le chauffage un peu. Clic. Rien. J'ai réessayé. Clic. Clic. La batterie était morte. Le froid l'avait tuée. Panique. Froide et aiguë, elle a pointé dans ma poitrine. Sans le moteur, la voiture n'était qu'un congélateur en métal. La température à l'intérieur a chuté rapidement. Je pouvais voir mon souffle en épais nuage blanc. Je me suis recroquevillé en boule, tirant les couvertures sur ma tête. J'ai rentré mes mains sous mes aisselles pour les garder au chaud. Mes pieds étaient des blocs de glace. Je ne sentais plus mes orteils. Les tremblements ont commencé. Des secousses violentes et incontrôlables qui faisaient claquer mes dents si fort que j'ai cru qu'elles allaient se briser. Je suis resté là, dans le noir, et les pensées sont venues. Les pensées sombres. Peut-être que Margaret avait raison. La voix dans ma tête a murmuré. Peut-être que tu es une erreur. Peut-être que tu ne vaux rien. Regarde-toi. Tu es en train de mourir dans une voiture derrière un entrepôt et personne ne le sait. Personne ne s'en soucie. Ce serait si facile de simplement s'endormir, d'arrêter de se battre. Le froid me rendait somnolente.
La douleur s'estompait en un engourdissement sourd. J'ai fermé les yeux. J'ai vu mes parents rire avec Rebecca. J'ai vu mes amis se moquer de moi. J'ai vu l'espace vide où se trouvait mon avenir. Laisse-toi aller, Grace. J'ai pensé, laisse-toi juste aller. Mais une étincelle de colère a éclaté dans ma poitrine. Elle était petite, mais elle était chaude. Si je mourais ici, il gagnait. Si je mourais ici, Margaret jouerait la mère endeuillée. Elle pleurerait à mes funérailles. Elle dirait à tout le monde à quel point j'étais troublé, comment elle avait essayé de me sauver. Elle utiliserait ma mort pour obtenir plus de sympathie. Non, je me suis redressé. Le mouvement était atroce. Mes articulations étaient raides. Non, ai-je dit à voix haute. Ma voix était un croassement. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je n'étais pas une erreur. Je ne valais rien. J'étais Grace et j'allais vivre. Je me suis forcé à bouger. Je me suis frotté les bras. J'ai fait de minuscules abdominaux sur le siège pour générer de la chaleur corporelle. J'ai combattu le sommeil. J'ai combattu le froid. J'ai combattu le fantôme de ma mère me disant d'abandonner. Je suis resté éveillé toute la nuit. Je me suis concentré sur la haine. La haine est un carburant puissant quand on n'a rien d'autre. Je l'ai détesté assez pour rester en vie. Quand le soleil s'est enfin levé, la tempête était passée. Le monde était couvert de glace blanche. Beau et mortel. Je savais que je ne pouvais pas rester dans la voiture. Je mourrais de froid cette nuit si je ne trouvais pas de chaleur. J'ai attrapé mon sac à dos. J'ai quitté la voiture. J'ai laissé les sacs poubelles de vêtements. J'ai juste pris ce que je pouvais porter. J'ai marché. Mes bottes étaient fines et la glace craquait sous mes pieds. Le vent traversait ma veste. J'ai marché pendant 3 miles vers les seules lumières que je voyais sur l'autoroute. C'était un restaurant, Sarah's 24 Hour Eat. L'enseigne au néon bourdonnait. Je me suis tenu devant la porte en verre. J'ai vu mon reflet. J'avais l'air d'un monstre. Mon visage était gris. Mes yeux enfoncés. Mes lèvres bleues. Je sentais la sueur rance et la peur. J'ai failli faire demi-tour. Je n'avais pas d'argent. Il me restait $3 et quelques centimes. Mais la chaleur qui émanait du verre m'appelait. J'ai poussé la porte. Une petite cloche a tinté. La chaleur m'a frappé comme un mur physique. C'était glorieux. J'ai failli tomber à genoux. Le restaurant était presque vide. Juste quelques camionneurs au comptoir et un vieil homme dans une banquette. Une femme était derrière le comptoir. Elle avait la cinquantaine, avec des cheveux roux en désordre et un tablier taché. Son badge disait Sarah. Elle a levé les yeux. Elle m'a vu. J'ai attendu qu'elle crie. J'ai attendu qu'elle me dise de sortir. Qu'elle dise que les toilettes étaient réservées aux clients. Elle ne l'a pas fait. Elle est sortie de derrière le comptoir. Elle est venue droit sur moi. Elle a regardé mes lèvres bleues. Elle a regardé mes mains tremblantes. Ma chérie, a-t-elle dit. Sa voix était comme du gravier et du miel. Tu as l'air d'avoir fait 12 rounds avec un ours polaire. J'ai $3, ai-je balbutié. Puis-je juste m'asseoir pour un café? Garde ton argent, a-t-elle dit sèchement. Elle m'a guidé vers une banquette à l'arrière, près du chauffage. Assieds-toi. Ne bouge pas. Elle a disparu dans la cuisine. Elle est revenue 2 minutes plus tard avec un bol de soupe de pommes de terre, un sandwich au fromage grillé et une tasse de chocolat chaud avec de la crème fouettée. Mange, a-t-elle ordonné. J'ai mangé. J'ai mangé comme un animal. Je me fichais des bonnes manières. La soupe chaude m'a réchauffé de l'intérieur. C'était la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Des larmes coulaient dans le bol, mais j'ai continué à manger. Quand j'ai eu fini, Sarah est revenue. Elle a posé une clé sur la table. Il y a une douche dans les toilettes des employés à l'arrière. A-t-elle dit, il y a un uniforme dans le casier. Il sera grand sur toi, mais il est propre. Va te laver. Je l'ai regardée, stupéfaite. Pourquoi? Parce que je suis passé par là, a-t-elle dit simplement. Maintenant, vas-y.
Avant que je ne change d'avis, j'ai pris une douche. L'eau chaude semblait un miracle. J'ai frotté la saleté et la honte de ma peau. J'ai mis l'uniforme rose surdimensionné. J'avais l'air ridicule, mais je me sentais à nouveau humaine. Quand je suis sorti, Sarah versait du café au vieil homme dans la banquette. « Tu sais comment faire fonctionner une caisse enregistreuse ?» m'a-t-elle demandé sans lever les yeux. « Oui », ai-je dit. « Bien. Tu commences maintenant. Le salaire est au noir. En espèces à la fin de chaque service. Tu peux dormir dans la réserve sur le lit de camp jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Mais tu travailles dur. Je ne tolère pas la paresse. Je travaillerai dur. Ai-je promis? Je travaillerai plus dur que quiconque. Et je l'ai fait. Pendant 3 mois, j'ai vécu dans ce restaurant. J'ai servi à table. J'ai récuré les sols. J'ai organisé le garde-manger. J'ai économisé chaque centime. Il y avait un client régulier nommé Marcus Harrison. Il venait tous les matins à 6 heures. Il commandait toujours un café noir et du pain grillé sec. Il était toujours sur son ordinateur portable, l'air stressé. Il portait des costumes chers qui semblaient déplacés dans ce boui-boui. Je ne le dérangeais jamais. Je gardais juste son café plein. Un matin, le restaurant était bondé. Sarah cuisinait et l'autre serveuse avait appelé pour dire qu'elle était malade. Je gérais seul la salle. Je prenais les commandes, débarrassais les tables et encaissais les gens. Je bougeais comme une machine. J'avais mémorisé les commandes. J'anticipais les besoins avant que les gens ne demandent. J'ai déposé l'addition à la table de Marcus. Il n'a pas regardé son ordinateur. Il m'a regardé. Tu es efficace. Il a dit, je fais juste mon travail, monsieur. J'ai dit, non, a-t-il dit. La plupart des gens font juste le travail. Tu l'optimises. Je t'ai observé. Tu as groupé tes déplacements en cuisine pour économiser des pas. Tu as mémorisé 4 commandes à la fois pour économiser du temps d'écriture. Tu traites des données en temps réel. J'ai fait une pause. Ce n'est que des maths de serveuse. C'est de la logique, a-t-il dit. Il a fermé son ordinateur portable. J'ai une start-up. Nous sommes noyés sous la logistique. J'ai une douzaine de gars avec des diplômes de l'Ivy League qui ne peuvent pas organiser une commande de déjeuner, encore moins une base de données. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. La faim? Il a dit, et je ne parle pas de nourriture. Je veux dire que tu as quelque chose à prouver. Il a sorti une carte de visite de sa poche et l'a fait glisser sur la table. J'ai besoin d'une assistante, quelqu'un qui peut organiser le chaos. C'est payer le double de ce que tu gagnes ici. Plus les avantages. J'ai regardé la carte. Harrison Tech. Je n'ai pas de diplôme, ai-je dit. Je n'ai même pas d'adresse permanente. Je m'en fiche, a dit Marcus. Ce qui m'importe, c'est que tu n'as pas laissé cette cafetière se vider une seule fois en 2 heures pendant une heure de pointe. Sois à mon bureau lundi à 8 heures. Il a laissé un pourboire de $100 et est sorti. J'ai tenu la carte dans ma main. Elle semblait lourde. Elle ressemblait à une clé. Sarah s'est approchée derrière moi et a regardé la carte. Elle m'a serré l'épaule. Vol, petit oiseau, a-t-elle murmuré. C'était le début. C'était le moment où la victime est morte et le combattant est né. Je suis entré dans le bâtiment de Harrison Tech un lundi matin. Je portais un tailleur pantalon noir que j'avais acheté dans un magasin d'occasion pour $12. Il était un peu trop grand aux épaules, mais je l'avais épinglé à l'intérieur pour qu'il n'ait pas l'air négligé. Le bureau ne ressemblait en rien au restaurant. Il était fait de verre et d'acier. Il sentait l'eau de Cologne chère et l'ozone. Tout le monde marchait vite. Tout le monde avait l'air important. La plupart des employés étaient des hommes dans la vingtaine. Ils portaient des gilets et retroussaient leurs manches. Ils parlaient de synergie et de livrables. Ils avaient des diplômes d'école que je ne pourrais jamais me permettre de visiter, encore moins de fréquenter. Ils m'ont regardé comme si j'étais la femme de ménage. Ça ne me dérangeait pas. J'avais l'habitude d'être invisible. Marcus ne m'a pas traité comme une invisible, cependant. Il a désigné un bureau juste à l'extérieur de son bureau vitré. Assieds-toi là,
a-t-il dit. Ne laisse entrer personne à moins qu'il n'ait un rendez-vous et organise ce désordre. Il a désigné un dossier numérique de contrats et d'horaires qui était un désastre. Je me suis mis au travail. Je n'ai parlé à personne. Je n'ai pas pris de pause déjeuner. J'ai mangé une pomme à mon bureau et j'ai continué à taper. J'ai traité les données comme je traitais le rush du dîner chez Sarah. Tout avait une place. Tout avait un flux. Si quelque chose bloquait le flux, je le réparais. 3 semaines plus tard, j'étais en réunion. Je n'étais pas censé parler. J'étais juste là pour prendre des notes. Marcus se disputait avec ses développeurs principaux. Ils essayaient de construire un système de planification pour les hôpitaux, mais ils n'arrêtaient pas de planter. Les infirmières le détestaient. La logique est saine, a crié un développeur. Les infirmières ne l'utilisent tout simplement pas correctement. Si l'utilisateur ne peut pas l'utiliser, le produit est cassé, a claqué Marcus. Il s'est frotté les tempes. Nous perdons des clients. J'ai regardé le tableau blanc. J'ai vu le problème immédiatement. Ce n'était pas le code. C'était l'élément humain. Il planifiait les infirmières comme des robots, pas des personnes avec des familles. J'ai raclé ma gorge. La pièce est devenue silencieuse. Le développeur m'a regardé avec agacement. Tu as quelque chose à dire, assistante, a-t-il ricané. Oui, ai-je dit. Ma voix était stable. Vous avez fixé les changements de car à 7h et 19h, mais les horaires de bus de la ville ne correspondent pas. Les infirmières sont en retard à cause des transports en commun, pas parce qu'elles sont paresseuses. Et vous ne permettez pas d'échanger les cars sans l'approbation du responsable, ce qui prend 2 jours. Si un enfant tombe malade, elle se déclare simplement malade. Vous avez besoin d'un système d'échange de pair à pair. Marcus m'a regardé. Dessine-le. Je me suis levé. Je suis allé au tableau blanc. J'ai pris un marqueur rouge. J'ai dessiné un simple organigramme. C'était le même système que j'utilisais dans ma tête pour gérer les tables au restaurant. Vous ne demandez pas tout au responsable. Vous comptez sur votre équipe. Construisez ça, a dit Marcus aux développeurs. Ils ont grommelé, mais ils l'ont fait. 2 mois plus tard, le logiciel a été lancé. Il s'appelait Shift Easy. Ce fut un succès. Les hôpitaux l'adoraient. Les infirmières l'adoraient. Marcus m'a appelé dans son bureau. Il a versé 2 verres de whisky. Il était 14 heures. Tu as sauvé le contrat, a-t-il dit. Comment savais-tu ça? Je sais ce que c'est de prendre le bus, ai-je dit. Et je sais ce que c'est d'avoir peur de perdre un quart de travail. Je veux te nommer chef de projet, a-t-il dit. Je te donne une augmentation, 80 000 par an. Je l'ai fixé. 80 000. C'était plus que ce que gagnait mon père. Je ne veux pas être chef de projet, ai-je dit. Il a haussé un sourcil. Que veux-tu? Je veux créer ma propre application, ai-je dit. J'ai une idée, mais je ne sais pas comment coder. Je paierai tes cours, a dit Marcus. Mais tu restes sur ma liste de paie jusqu'à ce que tu lances. Marché conclu. Marché conclu. Pendant l'année suivante, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai travaillé pour Marcus pendant la journée. La nuit, je m'asseyais à l'arrière du restaurant de Sarah avec mon ordinateur portable. J'ai regardé des tutoriels sur YouTube. J'ai lu des manuels que j'ai achetés d'occasion en ligne. J'ai appris le Python. J'ai appris le Java. J'ai appris à construire un monde à partir de 0 et de 1. J'ai créé une application appelée MediShift. Elle était spécifiquement destinée aux infirmières et aux aides-soignants indépendants. Elle les mettait directement en contact avec des patients qui avaient besoin de soins à domicile, supprimant ainsi les agences coûteuses. Elle mettait l'argent dans les poches des travailleurs, et non des intermédiaires. Je l'ai lancé discrètement. La première semaine, nous avons eu 50 téléchargements. Le 2e mois, nous en avons eu 5000. Au 6e mois, nous avons atteint 100 000 téléchargements. L'argent a commencé à rentrer. De l'argent réel. Je me souviens d'avoir regardé mon compte en banque sur mon téléphone. Il indiquait un 45 320. J'étais assise dans le restaurant quand je l'ai vu.
Sarah m'a resservi. Bonne nouvelle, a-t-elle demandé. Je suis millionnaire, Sarah, ai-je murmuré. Elle n'a pas halté. Elle a juste souri et essuyé le comptoir. Il était temps. Tu paies ton café aujourd'hui? Alors j'achète l'immeuble, ai-je dit. Et je te le donne. Et je l'ai fait. Mais je n'ai pas acheté de voiture de luxe. Je n'ai pas acheté de vêtements de créateur. Je suis resté dans mon petit appartement. J'ai gardé la tête basse. J'ai continué à travailler. J'ai commencé à embaucher des gens pour mon entreprise. Je n'ai pas regardé les diplômes de l'Ivy League. J'ai cherché les personnes que tout le monde ignorait. J'ai embauché une mère célibataire qui avait un trou dans son CV parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer la garde d'enfants. Elle est devenue ma responsable des ressources humaines. J'ai embauché un gars qui avait été en prison pour un délit non violent et qui ne pouvait trouver de travail nulle part ailleurs. C'était un codeur brillant. Il est devenu mon directeur technique. J'ai embauché des enfants placés qui atteignaient la majorité. Ils appelaient mon bureau l'île des jouets défectueux. Je l'appelais l'équipe la plus forte de la ville. Nous avions faim. Nous étions loyaux. Et nous gagnions. J'avais de l'argent maintenant, mais je n'avais pas de réponse. La question qui me hantait chaque nuit était pourquoi? Pourquoi ma mère me détestait-elle tant? Pourquoi mon père est-il resté là à regarder? Étais-je vraiment juste une erreur? J'ai décidé de le découvrir. J'ai engagé un détective privé nommé Frank. C'était un ancien flic qui buvait trop de café et ne posait pas de questions. Je lui ai fait un chèque de 10 000 $. Découvrez tout, lui ai-je dit. Creusez jusqu'à ce que votre pelle se brise. 2 semaines plus tard, Frank est entré dans mon bureau. Il a posé un épais dossier manie sur mon bureau. Il avait l'air sérieux. Tu ne vas pas aimer ça, Grace, a-t-il dit. J'ai ouvert le dossier. La première page était une copie du testament de ma grand-mère, la mère de ma mère. Elle était décédée il y a 3 ans. Lis la section surlignée. A dit Frank, je l'ai lu à ma petite fille, Grace. Je lui lègue l'intégralité de ma succession, évaluée à 4 millions de $. Cependant, ce trust doit rester secret jusqu'à son 21e anniversaire pour garantir qu'elle développe son caractère. Si pour une raison quelconque elle est abandonnée ou retirée du foyer familial avant l'âge de 21 ans, le trust s'active immédiatement, à condition qu'elle puisse prouver qu'elle est autonome. Mes mains tremblaient. Elle m'a tout laissé. Continue de lire, a dit Frank. Regarde les virements bancaires. J'ai tourné la page. Il y avait des relevés de retrait, des centaines de milliers de $. Votre mère, Margaret, avait une procuration sur votre grand-mère dans ces dernières années, a expliqué Frank. Elle vidait les comptes. Elle a volé environ 400 000 $ avant la mort de votre grand-mère. Elle savait que lorsque le testament serait lu, vous obtiendriez le reste et qu'un audit révélerait son vol. J'ai eu la nausée, alors elle m'a mise à la porte. Pour cacher le crime, a dit Frank. Si vous étiez parti, si vous étiez une fugueuse ou une toxicomane introuvable, elle aurait pu contester le testament. Elle aurait pu prétendre que vous étiez inapte. Elle a vécu de votre argent. Grace, la rénovation de la cuisine, votre argent, les voitures, votre argent, la nouvelle fille. Rebecca, ai-je dit, ouais, Rebecca. Frank a sorti une photo. C'était une photo de Rebecca, la fille qui m'avait remplacé. Elle avait l'air terrifiée sur la photo. Elle avait un bleu sur le bras. Je l'ai retrouvée. Elle ne va pas bien. Elle veut vous parler. J'ai rencontré Rebecca dans un parc. Elle avait 19 ans maintenant. Elle avait l'air maigre et fatiguée. Elle portait un manteau qui avait été le mien. Quand elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. Je suis désolé, a-t-elle sangloté. Je suis tellement désolé, Grace. Ce n'est pas de ta faute, ai-je dit. Je me suis assise à côté d'elle sur le banc. Dis-moi ce qui se passe. Ce sont des monstres, a-t-elle murmuré. Au début, c'était super. Il m'achetait des choses. Il prenait des photos pour Facebook. Il disait à tout le monde comment il m'avait sauvé. Mais dès que les « j'aime » ont cessé d'arriver, Margaret a changé. Elle a commencé à te frapper. Ai-je demandé. Rebecca a hoché la tête.
Elle a relevé sa manche. Il y avait des bleus frais. Elle dit, je suis ingrate. Elle dit que je mange trop. Elle me fait dormir au sous-sol maintenant parce qu'elle veut transformer ma chambre en suite d'invités. Et ton père? Il regarde juste la télé. Il monte le volume pour ne pas entendre les cris. Rage. Une rage pure et froide a rempli mes veines. Ce n'était pas la colère brûlante que j'avais ressentie lors de la tempête de verglas. C'était différent. C'était la colère d'un juge rendant une sentence. Ils ne m'ont pas seulement remplacé. Ai-je dit, ils t'utilisent comme ils m'ont utilisé. Ils sont fauchés. Grace, a dit Rebecca. Margaret a dépensé tout l'argent. Elle s'est lancée dans une arnaque à l'investissement en crypto. Ils sont terrifiés. Ils contractent des prêts à mon nom. J'ai pris la main de Rebecca. Fais tes valises, ai-je dit. Ce soir. Laisse la fenêtre ouverte. Je te sors de là. Où irai-je? A-t-elle demandé. Tu viens avec moi, ai-je dit. J'ai une grande maison et j'ai un très bon avocat. J'ai sorti Rebecca cette nuit-là. Je l'ai installée dans une chambre d'amis de mon nouvel appartement. Je lui ai trouvé un thérapeute. J'ai engagé un avocat pour effacer son historique de crédit et déposer une demande d'émancipation et de dommages et intérêts contre mes parents. Mais je n'en avais pas fini avec Margaret et mon père. Mon entreprise, MediShift, était évaluée à 200 millions de dollars. J'avais des investisseurs qui faisaient la queue. J'avais de l'argent liquide, j'ai appelé mon conseiller financier. Qui détient l'hypothèque du 42 Oak Creek Lane? Ai-je demandé. C'était l'adresse de mes parents. C'est un ensemble d'actifs en difficulté détenus par un prêteur plus petit, Sun Valley Finance, a-t-il dit. Par Sun Valley Finance? Ai-je dit, toute l'entreprise. Toute l'entreprise aujourd'hui? Grace, c'est un mauvais actif. Ils ont trop de mauvaises dettes. Je me fiche de la dette, ai-je dit. Je me soucie du papier. Achète-le. Vendredi, j'étais propriétaire de l'hypothèque de ma maison d'enfance. J'ai regardé les dossiers. Mes parents n'avaient pas payé leur hypothèque depuis 6 mois. Ils se noyaient. Ils avaient demandé une prolongation. Je l'ai approuvée. Je les ai laissés penser qu'ils étaient en sécurité. Je voulais qu'ils se sentent à l'aise. Je voulais qu'ils pensent qu'ils s'en étaient tirés. Ensuite, j'ai regardé leur arnaque crypto s'effondrer. Frank m'a tenu au courant. L'investissement dans lequel Margaret avait tout mis, y compris l'argent qu'elle avait volé à la grand-mère, est tombé à zéro du jour au lendemain. Ils étaient désespérés. Ils ont commencé à vendre des choses, les meubles, les bijoux, puis l'abonnement au country club. Je savais que ma mère adorait ce country club. C'était son symbole de statut. Elle avait passé toute sa vie à essayer d'être acceptée par les femmes riches là-bas. Elle l'avait rejeté pendant des années, mais elle continuait d'essayer. Le domaine juste au-dessus du country club a été mis en vente. C'était la plus grande maison sur la colline. Elle surplombait le parcours de golf. Elle surplombait tout le monde. Je l'ai achetée. J'ai payé en espèces. J'ai emménagé. J'ai engagé un service de sécurité. J'ai installé les caméras. Puis j'ai fait mon coup sur les parents. J'ai donné l'ordre à mon équipe de la société hypothécaire de réclamer le prêt. Plus de prolongation. Remboursement immédiat de la totalité du principal ou saisie dans les 24 heures. Ils n'avaient pas l'argent. Évidemment, ils ont été expulsés. Je ne suis pas allé regarder. Je n'en avais pas besoin. Je savais à quoi ça ressemblait. Le shérif, les serrures changées, les voisins qui regardent derrière leurs rideaux. La honte. Ils n'avaient nulle part où aller. Ils avaient brûlé tous les ponts. Tante Jennifer ne les aiderait pas. Elle connaissait la vérité maintenant. Leurs amis de l'église les avaient abandonnés lorsque les rumeurs d'abus ont fait surface. Ils étaient seuls. Ils ont découvert qui avait acheté la grande maison sur la colline. Ils ne savaient pas que c'était moi. Ils ont juste entendu qu'un riche investisseur avait emménagé. Un riche investisseur connu pour sa philanthropie. Ils ont pensé qu'il pourrait supplier. Ils ont pensé qu'il pourrait jouer la victime une dernière fois. Alors, ils ont conduit leur voiture de location jusqu'à mon allée et j'attendais. Ouvre le portail, ai-je répété à David. J'ai regardé les lourdes grilles en fer s'ouvrir.
Mes parents ont conduit leur voiture poussiéreuse sur la longue allée sinueuse. Ils se sont garés à côté de mon Range Rover. Ils ont regardé la fontaine dans la cour. Ils ont regardé les colonnes de marbre. Je suis descendu. Je ne me suis pas habillé. Je portais un jean et un simple t-shirt noir. J'étais pieds nus. C'était ma maison. Je n'avais besoin d'impressionner personne. Je me suis tenu sur le seuil de la porte. David se tenait derrière moi, les bras croisés. Ma mère est sortie de la voiture la première. Elle avait l'air vieille. Les 7 années n'avaient pas été tendres avec elle. Son visage était ridé par le stress. Ses cheveux grisonnaient aux racines. Elle a levé les yeux. Elle m'a vu. Elle s'est figée. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Mon père est sorti. Il m'a plissé les yeux. Il a laissé tomber ses clés. Grace, a-t-il murmuré. Bonjour, Margaret. Bonjour, papa. Ai-je dit, ma voix était calme. Elle ne tremblait pas. Tu vis ici? A balbutié Margaret. Elle a regardé autour d'elle, confuse. Mais tu et je suis quoi? Ai-je demandé. Sans valeur, une erreur, une toxicomane. Non, a-t-elle pleuré. Elle est immédiatement passée à son numéro. Les larmes ont rempli ses yeux instantanément. Oh, Grace, mon bébé. Nous te cherchions. Nous étions si inquiets. Elle a couru vers moi, les bras ouverts. Ne fais pas ça, ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste levé la main. Elle s'est arrêtée. Tu nous as tellement manqué, a-t-elle sangloté. Nous avons fait une erreur. Nous étions stressés. Nous ne le pensions pas. Nous avons prié pour toi tous les jours. Arrête de mentir, ai-je dit. Je sais pour l'argent de grand-mère. Je sais pour le vol. Je sais pour Rebecca. Le visage de Margaret est devenu pâle. Les larmes se sont arrêtées instantanément. Le masque est tombé. Espèce d'ingrate. A-t-elle sifflé. Nous t'avons donné la vie. Nous t'avons mis un toit sur la tête pendant 18 ans. Tu nous dois quelque chose. Je vous dois quelque chose. J'ai ri. C'était un son sec. Parlons de dette. J'ai sorti un morceau de papier de ma poche. J'ai acheté votre hypothèque, ai-je dit. C'est moi qui vous ai saisi, a haleté mon père. Tu nous as fait ça? Oui, ai-je dit. Et j'ai le rapport de police de Rebecca. Elle est en sécurité, au fait. Elle vit dans l'aile de cette maison. Elle ira à l'université l'année prochaine. Je paie pour ça. Tu as volé notre fille? A crié Margaret. Je l'ai sauvée de vous, ai-je corrigé. Nous sommes dans le dénuement, a crié mon père. Il avait l'air en colère maintenant. Nous n'avons rien. Tu as tout ça. Ce palais. Tu dois nous aider. C'est la loi. C'est moral. Moral? Ai-je demandé. Vous m'avez jeté dans une tempête de verglas. Vous avez laissé les gens croire que j'étais une toxicomane. Vous avez détruit ma réputation. Vous avez volé mon héritage. Nous sommes tes parents. A crié Margaret. Tu ne peux pas nous laisser à la rue. Je les ai regardés. J'ai regardé les gens qui m'avaient terrifié pendant toute mon enfance. Ils avaient l'air si petits maintenant. Ce n'étaient pas des monstres. C'étaient juste de tristes petites personnes avides. Je ne vais pas vous laisser sans rien, ai-je dit. L'espoir a brillé dans leurs yeux. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que j'étais faible. Attendez ici, ai-je dit. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la petite table de l'entrée. J'ai pris une enveloppe. Je suis revenu. J'ai tendu l'enveloppe à mon père. Il l'a déchirée. Ses mains tremblaient. Il en a sorti le contenu. C'était un chèque. Il l'a fixé. 47 $. C'est exactement ce que vous m'avez donné quand vous m'avez mise à la porte, ai-je dit. De plus, j'ai ajusté l'inflation, donc techniquement, je suis généreuse. Est-ce une blague? A crié Margaret.
Elle s'est jetée sur moi. David s'est avancé. Il ne l'a pas touchée. Il a juste bloqué son chemin. Il faisait un M93. Margaret s'est arrêtée. Ce n'est pas une blague, ai-je dit. C'est une conclusion. Je vous dois exactement ce que vous m'avez donné. Ni plus, ni moins. J'ai regardé David. Escortez-les hors de la propriété. S'ils reviennent, arrêtez-les pour violation de domicile. Grace, a crié mon père alors que David les conduisait vers leur voiture. Grace, s'il te plaît. Au revoir, ai-je dit. Je les ai regardés monter dans leur voiture. Je les ai regardés partir. J'ai regardé les portes se refermer derrière eux. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas heureuse. Je me sentais légère. Le poids que j'avais porté pendant 7 ans avait enfin disparu. Les retombées ont été rapides. Avec les preuves que Frank a rassemblées et le témoignage de Rebecca, le procureur de la République a porté plainte contre Margaret pour maltraitance de personnes âgées et vol qualifié concernant la succession de ma grand-mère. Elle n'avait pas d'argent pour un bon avocat. Elle est allée en prison pour 5 ans. Mon père a demandé le divorce le lendemain de la confrontation. Il a essayé de se sauver. Il a déménagé dans un motel bon marché et a trouvé un travail de gardien de nuit. Il m'envoie des lettres parfois. Je ne les ouvre pas. Je les mets dans une boîte au grenier. Je ne le déteste plus. Je n'ai juste plus de place pour lui dans ma vie. J'ai gardé la maison d'enfance. Je ne l'ai pas vendue. J'y suis allé un jour avec un entrepreneur. Nous avons parcouru les pièces vides. Je me suis tenu dans la cuisine où ma mère m'a dit que j'étais une erreur. Je me suis tenu dans le salon où mon père m'a regardé partir. Que voulez-vous faire de l'endroit, a demandé l'entrepreneur. Le rénover. Non, ai-je dit. Le vider. Abattre les murs. Le rendre lumineux. Le rendre chaleureux. J'ai transformé la maison en un refuge de transition. Je l'ai baptisé le phare. C'était pour des filles comme Rebecca, des filles comme moi, des enfants placés qui atteignaient 18 ans et n'avaient nulle part où aller. Nous leur avons donné une chambre. Nous leur avons donné une formation professionnelle. Nous leur avons donné une thérapie. Nous leur avons donné une famille qui ne les mettrait pas à la porte. 6 mois plus tard, le jour de l'ouverture, je me tenais sur le porche d'entrée, le même porche où j'avais pleuré et martelé la porte dans le noir. Il avait l'air différent maintenant. La porte était peinte d'un jaune vif et accueillant. Il y avait des fleurs dans les pots. J'entendais des rires venir de la cuisine. Rebecca était à l'intérieur, apprenant à une nouvelle fille à faire des crêpes. Sarah était là aussi. Elle dirigeait la cuisine. Elle avait vendu le restaurant et était venue travailler pour moi à plein temps. Elle est sortie sur le porche et m'a tendu une tasse de chocolat chaud. « Tu as bien fait, gamine », a-t-elle dit. J'ai pris une gorgée. Ça avait le goût de la sécurité. Ils m'ont brisé, Sarah, ai-je dit doucement, regardant la rue où je marchais seul. Ouais, a dit Sarah. Ils t'ont brisé, mais tu n'es pas restée brisée. Tu t'es reconstruite et tu t'es reconstruite plus forte. J'ai pensé à la vengeance. Pendant longtemps, j'ai pensé que la vengeance signifiait les détruire. J'ai pensé que ça signifiait les regarder souffrir. Mais en regardant la maison remplie d'enfants en sécurité et heureux, puis en levant les yeux vers la colline où se dressait ma propre maison paisible, j'ai réalisé quelque chose. Les faire souffrir ne m'a pas réparé. C'étaient déjà des gens misérables. Ils portaient leur propre enfer avec eux où qu'ils aillent. Ma victoire n'était pas leur pauvreté. Ma victoire était ma paix. Ma victoire était que je pouvais aimer les gens sans leur faire de mal. Ma victoire était que je suis devenu la personne qu'ils disaient que je ne pourrais jamais être. J'ai souri. Un vrai sourire cette fois, chaleureux et sincère. Tu sais ce qu'est la meilleure vengeance ? Ai-je demandé à Sarah. Quoi ? Vivre la vie qu'ils juraient que je n'aurais jamais. J'ai tourné le dos à la rue et je suis entré dans la maison. J'ai fermé doucement la porte derrière moi. J'étais à la maison. Si vous avez déjà dû vous reconstruire après que quelqu'un d'autre ait essayé de vous briser, je veux entendre votre histoire. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas sans valeur.